Merci à tous d'être présents ce soir. On ouvre avec un petit peu de décalage. Apparemment, il y avait un peu de trafic. Un gros sujet qui nous tient à cœur chez Copernic, c'est la transformation commerciale et qui me tient tout particulièrement à cœur. Moi, je me présenterai juste après. Et la thématique, c'est rationaliser ou accélérer vos investissements CRM. Donc, je me présente. Antoine de son prénom, Martin de son nom. Souvent, il y a des inversions. Je suis cofondateur de Copernic, que j'ai créé avec Stéphane. J'en parlerai juste après. Et il me tenait vraiment à cœur d'organiser cet événement ce soir pour partager, prendre de la hauteur tous ensemble sur ce sujet CRM et aussi comment accélérer la croissance de certaines sociétés. On a la chance d'avoir des gens extraordinaires avec nous. Vous êtes tous cool, mais on a vraiment des guests assez sympas, donc c'est top. Petit focus quand même rapide sur Copernic. On s'est créé en 2016 sur l'impulsion de Stéphane, qui a su aller me chercher. Donc petit clin d'œil pour ça. Il m'a dit je pense que tu es l'homme de la situation. Donc bon, on est ensemble encore. Le binôme est encore là. Et on est en 2023, donc 7 ans plus tard. On a démarré, on était 2. Et aujourd'hui, on est 30. Donc merci à nos clients qui sont bien évidemment présents, qui sont ici. Merci aussi à vous d'être venus. Et on va démarrer tout de suite sur nos valeurs, parce que ça nous tient vraiment à cœur. 1, la bienveillance, très important la bienveillance pour nous. Et l'efficience, parce qu'on accompagne des boîtes qui sont efficientes elles-mêmes, donc on se doit d'être tout autant efficient. 300 clients déjà accompagnés en 7 ans, donc bravo à toute l'équipe. On a quelques clients ici donc, qui font partie de ces clients-là. Et aussi, on est surtout partenaire HubSpot. Donc HubSpot est là ce soir représenté par Gillian. On fait partie des premiers partenaires dans le monde. On est notamment numéro 8 sur le classement de ce partenariat. HubSpot, c'est un éditeur de logiciels CRM, tout imbriqué, mais Gillian nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et je vous propose ce sommaire. Donc on avait une ouverture par Alexis, du coup on va la supprimer vu qu'on démarre un petit peu tard, c'est pas grave, il aura l'occasion de revenir. On va surtout, et c'est surtout ce qu'on veut vous apporter, c'est des retours d'expérience d'entreprises qui ont réussi à mettre des choses assez extraordinaires en place. Donc on va surtout se focaliser sur la table ronde ce soir en abordant 3 points majeurs. Donc améliorer l'efficacité et la productivité de votre entreprise. Comment piloter la performance commerciale en s'appuyant sur la data, les fameuses données qu'on cherche tous à compiler. Et enfin, comment offrir une expérience client à forte valeur ajoutée. Je vois qu'il y en a certains qui forcent un petit peu le regard. Désolé, on a besoin de lumière pour la vidéo. Et surtout, on veut cet événement très interactif. Donc, je viendrai vers vous à la fin, justement, pour les questions que vous pourrez poser à nos invités. Et la fin, le 4, on a commencé déjà par le 4, mais on terminera justement par ces échanges autour d'un petit cocktail dînatoire tout à l'heure. Donc au sujet, cette table ronde. Et pour animer cette table ronde avec moi, j'ai le plaisir d'inviter Emmanuel Tombre à me rejoindre, qui va s'installer ici. On va avoir Alexis Dugard également. Je t'en prie Alexis, viens. Gillian, je t'en prie. Et enfin Maxime. On peut les applaudir bien fort, ils ont fait le déplacement. Ils viennent depuis Paris, hein, quand même. Il faut que je m'installe un peu. Fanny, tu es où? Là, tu peux prendre la petite télécommande? S'il te plaît. Parce que j'ai pris des notes. Ok. Allons-y, ouvrons. Donc, merci messieurs de venir. Merci d'être là, parmi nous. Je ne vous cache pas, hein, c'est la première fois que je fais ça, donc excusez-moi pour les petits couacs déjà, hein, je me permets. Comme ça, on est très détendu. Emmanuel, tu peux te présenter peut-être rapidement pour notre audience? Bonjour à tous. Je pense que oui. Donc Emmanuel Tombre, je suis co-dirigeant de Storage 24. J'ai démarré l'activité en 2016 avec mes co-gérants Mathias et Marcus, qui sont eux basés à Stuttgart en Allemagne. Et on développe des parts d'activité de stockage pour entreprises et particuliers. Et on a eu un gros développement maintenant depuis ces dernières années avec plus de 150 implantations développées dans différents pays, la France, le Danemark,
la Norvège, l'Allemagne, l'Autriche. Et aujourd'hui, notre équipe se compte à 150 collaborateurs. Donc, j'ai pas un MBA ou quoi que ce soit là-dessus. Moi, je suis plutôt de Jarville, compagnon du devoir, un CAP couverture. Mais au final, avec un parcours de développement sur l'entrepreneuriat. Donc, fier de partager aujourd'hui les quelques expériences que j'ai pu avoir sur le cours de ma carrière. Merci Emmanuel, la fierté est partagée, ravi de t'avoir avec nous. On va présenter Maxime, si tu veux bien maintenant. Bonjour à tous, donc moi je suis Maxime Dick, je suis un des cofondateurs de Time. Alors Time c'est quoi? C'est un logiciel qui a créé initialement un petit cabinet d'expertise comptable que j'ai rencontré en 2008, qui était un petit cabinet d'une vingtaine de personnes, qui a voulu prendre le virage du digital très très tôt, et donc ça a donné naissance à plusieurs projets. Il y en a l'un d'entre eux, c'était de créer le Doctissimo de la compta, donc ça a donné naissance à l'expertcompta.com qui est une belle usine, on va dire, sales marketing. Et puis, pour nos propres besoins, on a développé un outil qui nous permettait de gérer la relation avec les clients. Et cet outil-là, on en a fait un bon outil, à tel point qu'on a décidé de le commercialiser. Donc, depuis 2015, on a créé Time en tant que société. Tout ça nous a fait passer d'une boîte de 30 personnes en 2008 à une boîte d'à peu près 1000 personnes aujourd'hui, avec deux activités assez distinctes, donc édition de logiciels, donc ça c'est à peu près 300 personnes, et expertise comptable, donc avec des sites sur une dizaine de villes en France. Merci Maxime. Alexis, à toi de jouer. Bonsoir à tous. Du coup, j'ai un parcours de commercial depuis bientôt une quinzaine d'années. J'ai occupé différents postes dans l'organisation, de bas de l'échelon à prendre des rendez-vous jusqu'au fait de closer sur des deals assez complexes. Et puis, j'ai été aussi entrepreneur à 2 reprises. Et je suis aujourd'hui coach et mentor de start-up avec toutes ces expériences à mettre à disposition, notamment de start-up dans la tech, des éditeurs de logiciels principalement, en tout cas des boîtes qui sont dans le B2B. Et je les accompagne dans tout ce qui va être la structuration des équipes, le fait de mettre en place des process et des systèmes qui fonctionnent bien. Et donc, évidemment, et je prône le fait que le CRM soit en centrale et que la data soit au milieu de l'équation, de manière à toujours être en capacité d'analyser les choses, de prendre les bonnes décisions et du coup d'orienter la stratégie vers ce qui tend à l'excellence. Donc ça repose sur 2 choses. La première, c'est tout ce qui va toucher à du mentorat, donc expliquer ce qui fonctionne de ce qui fonctionne moins, et tout ce qui va être coaching, essayer d'insuffler au niveau des équipes les bonnes pratiques. Donc j'ai cette capacité et cette casquette de différentes choses dans l'entreprise qui me permettent aujourd'hui de répondre à vos différents sujets, vos différents enjeux aussi. Et donc j'aurai plaisir à répondre aussi à vos différentes questions en fonction de toutes les organisations que je peux accompagner aujourd'hui qui vont de la PME jusqu'au grand groupe. Merci Alexis. Pour la petite histoire, Alexis avait préparé un joli pitch, une jolie intro. Pour des questions de timing, on la zappe, mais c'est pas grave. Effectivement, posez vos questions vraiment à Alexis à la fin. Il a vraiment pas mal de background là-dessus. On passe à Gillian. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Pour la petite histoire, moi je travaille chez HubSpot. J'ai un sujet qui est sur l'alignement entre les commerciaux et le marketing. Sujet clé, je pense, aujourd'hui. Et j'ai démarré le marketing en vendant du marketing. Donc un peu à l'instar d'Emmanuel, j'ai appris sur le tard. J'étais partenaire HubSpot, donc concurrent de Stéphane et Antoine, mais ils sont beaucoup trop forts, donc j'ai décidé d'abandonner. Et j'ai fait un petit peu de chemin dans la French Tech, en travaillant pour 2 boîtes, 2 éditeurs de logiciels. Et comme je vois le logo de l'EDEC, je leur fais un petit peu de pub, j'interviens sur un MBA aussi en marketing analytics. Voilà. Super, merci messieurs en tout cas pour cette présentation. On va démarrer par toi Gillian, finalement. HubSpot, tu peux nous dire un petit peu plus concernant la vision d'HubSpot, notamment en 2023 et pour les années qui viennent? C'est un honneur de démarrer cette conversation, je m'attendais à ce que... Intro. Une intro. Pour parler de vision, je pense qu'il faut qu'on recontextualise un petit peu. Sur les 10 derniers mois, on a vécu plus de bouleversements technologiques que sur les 10 dernières années, en réalité. Je parle évidemment d'intelligence artificielle générative. Et dans ce mouvement, les technologies évoluent, les façons d'acheter évoluent. Donc notre réaction à nous, en tant que chef d'entreprise, commercial, marketeur, quoi qu'on soit, c'est aussi de comprendre l'évolution de ces comportements et d'essayer de s'y adapter.
Et si les acheteurs, eux, rebondissent sur la technologie, il faut qu'on soit capable aussi, nous, de rebondir sur la technologie pour essayer de connecter à toutes les étapes du parcours d'achat, pour plus de proactivité et beaucoup moins de réactivité. Donc je pense que le partage de l'information, et ça c'est la vision d'HubSpot, je rentre vraiment dedans là, le partage de l'information à tous les étages de l'entreprise est indispensable. Donc nous, pourquoi Parce qu'il faut reconnecter son écosystème interne pour pouvoir rayonner sur l'externe, sur votre écosystème de partenaires, de clients, de prospects, tout simplement. Donc nous, ce qu'on vend finalement, c'est un CRM intelligent parce qu'intelligence artificielle, c'est pour ça, avec différents hubs, plateformes d'engagement pour le marketing, la vente, le service, les opérations, qui a vocation en fait à devenir une source unique de vérité en interne, justement dans cette logique de reconnexion de l'écosystème pour piloter, analyser, améliorer la performance. Et demain, puisqu'on parlait de rationalisation, de passage à l'échelle, dès le départ, en fait, d'assurer cette reconnexion, c'est aussi s'assurer la maîtrise de sa croissance pour se préparer dans les meilleures conditions. Je pense que, pour le coup, mes deux voisins vous en parleront mieux que moi pour vous assurer un passage à l'échelle réussi. Voilà. Merci Gillian, tu parlais donc de croissance, d'accélération, l'IA qui arrive dans le logiciel HubSpot. Pour servir la croissance, du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi d'efficience, c'est-à-dire comment augmenter la productivité de l'entreprise? Et là, je me tourne vers toi, Emmanuel. Aux manettes de Storage, je vous suis depuis maintenant pas mal de temps. Et la croissance s'accélère à grande vitesse, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, en tout cas, sur l'état actuel de Storage, comment vous avez mis en place justement cette organisation et de cette productivité? Alors oui, on a eu une grosse croissance depuis maintenant plusieurs années. Je pense qu'une chose qui est quand même très importante, c'est que les équipes aient envie de changer, qu'elles soient moteurs là-dessus, que l'équipe dirigeante aussi cherche à améliorer les process, à améliorer les taux, à améliorer les ventes. Et pour arriver justement sur cette source unique, nous c'était une de nos problématiques. On avait par exemple beaucoup de tableaux Excel, différents commerciaux travaillaient d'une manière, d'autres d'une autre. Dans des pays, c'était encore des process complètement différents entre la Norvège, le Danemark, etc. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais on avait très peu de data à analyser. Et depuis la mise en place, en tout cas, d'un CRM, on s'est penché dessus, on s'est dit non, il fallait absolument mettre en place quelque chose pour qu'on puisse savoir aujourd'hui c'est quoi les leviers pour augmenter la productivité de nos commerciaux. Parce que je pense que ça faisait peut-être déjà arrivé, vous allez dans l'open space des sales ou des équipes de vente et vous leur demandez comment ça se passe aujourd'hui, ça marche, on a de l'appel, etc. Quelqu'un va vous dire oui, on se fait éclater. Ça veut dire quoi, on se fait éclater? Et c'est là où on voulait justement comprendre ces données-là pour arriver à mettre en place des process et dont le CRM a son rôle de traquer depuis le début du lead jusqu'à la conversion, différents KPI pour augmenter l'efficacité en améliorant certains process, certains leviers, certaines formations sur les équipes de vente. Et je pense que si on revient sur HubSpot, en tout cas c'est un outil qui est très facile à mettre en place. Nous, nos équipes, on leur donne à peu près, ou nos new joiners ou les nouvelles recrues. Ouais, les nouvelles recrues, on leur donne à peu près 1 à 2 semaines pour être opérationnel. 1 à 2 semaines, c'est très rapide, mais au final, c'est un outil qui est facile à prendre en main, avec aussi on appelle ça des playbooks. Quand un prospect appelle, il a juste à suivre certains scripts, il peut se s'aider d'un script pour améliorer la processus de vente. Et derrière, l'équipe managériale peut aussi coacher. C'est-à-dire qu'avec nous, on l'a intégré avec Aircall. On enregistre les appels. Qui est un outil de téléphonie connecté pour le coup. Hein. Tout à fait, oui. On enregistre les appels et le manager, une fois par semaine à peu près, sélectionne quelques appels pour les sessions de coaching. Donc je crois que c'est une nouvelle version d'ailleurs, le coaching playbook ou playlist.
Il y a pas mal de choses. qui sort. Donc c'est ce genre d'initiative qu'on peut mettre en place pour augmenter la productivité et l'efficacité de nos équipes commerciales. On s'est fait des petites notes tous parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire et on voulait rien oublier. T'avais des choses encore à ajouter sur ce point-là? On passe la main à Maxime parce qu'il a aussi beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on pourra rebondir certainement s'il veut commencer. Allez, allons-y. Bon, toi Maxime, chez Time, on parle d'efficacité, de productivité. Vous avez une sacrée histoire, démarrée en 2008 ? Ouais, moi je suis arrivé en 2008, mais c'est un petit cabinet qui existait depuis 2002, grosso modo. Voilà. On est en 2023, belle croissance, qui dit croissance, réorganisation et surtout focus sur la productivité. Ouais. Comment ça se passe chez vous ? Alors nous, on a une vraie logique d'équipe, c'est-à-dire que même si on a des rôles bien distincts, ce qui va compter, c'est vraiment l'objectif collectif. Et ça se manifeste dans pas mal de points de notre culture. Donc on a des rôles très précis, avec un marketing qui est une division fusionnée avec d'autres. Donc on parle vraiment de marketing, sales et marketing. Donc avec des réunions, à chaque fois le marketing, il y a toujours des commerciaux dans la boucle et réciproquement. Et il se trouve que nos commerciaux sont à la base pas des commerciaux, c'est des comptables qu'on a transformés en commerciaux. Dans ce sens-là, c'était beaucoup plus facile que de former à la compta des commerciaux purs. On a essayé, mais ça ne marche pas. Donc on a plutôt mis en place des méthodes pour que nos comptables soient en mesure de faire du commercial. Donc on a des rôles assez établis. On a une équipe de SDR qui traite la lead entrante. Elle fait uniquement de l'entrant, ce qui lui permet d'être excessivement réactive. SDR, c'est Sales Developer Représentatif. Ça veut dire finalement c'est des personnes qui sont dédiées à la prospection ou au traitement des contacts entrants. Ouais, nous, ils ne font même pas de prospection, ils font que de l'entrant. Que de l'entrant, oui, parce que vous avez l'usine à lead. C'est ça, on a l'usine à lead. L'usine à lead, c'est 1,5 million de visiteurs mensuels. On fait plus de paid du tout depuis 4-5 ans, mais sur de l'AdWords, on a dû avoir des budgets de l'ordre d'à peu près d'1 million d'euros par an pendant 3-4 ans. Voilà, mais ça devenait vraiment trop cher, quand bien même on avait bien optimisé. Donc on a toujours eu une croissance soutenue mais raisonnée, c'est-à-dire qu'on fait à peu près 40% de croissance par an. On pouvait faire plus, mais en fait on s'est rendu compte que c'était au détriment de la qualité, au détriment de la satisfaction des clients. Donc on y reviendra, qu'on a préféré de se caper à 40%, ce qui est déjà honorable. Et donc on a une équipe qui traite la lead entrante, on a une équipe qui va réceptionner la lead entrante et qui va signer très très vite. Donc ça, c'est les account exécutifs. Et après, passage de balle à l'équipe d'account manager qui a pour but de satisfaire le client au quotidien. Et tout ça, on essaie de le faire, ça paraît très saucissonné, mais en fait c'est très fluide. Et chaque équipe a des indicateurs qui sont très précis et qui vont vraiment dans le sens du collectif. Donc en gros, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd, mais il n'y a pas une équipe. Les sales ne peuvent pas gagner si les autres derrière ont par exemple un churn ou une attrition client trop forte. Voilà, c'est comme au foot, si vous mettez 2-0, c'est très bien, mais si l'autre équipe en face a mis 3 buts, au final, vous perdez 3-2. Donc, on est vraiment dans cette logique-là, de regarder le score collectif en premier. Et pour se valider que l'expérience est bonne, on fait beaucoup de clients mystères nous-mêmes. Donc, on va tester ce process-là, on va appeler, on va faire des dépôts de formulaires sur le site, on va parler sur le chat, comme si on était un vrai client. Voilà, qu'on fait assez régulièrement pour toujours tester, itérer, voir si les process sont bons et perfectibles. Ok, merci. La data, on en parlait, tu l'as dit. Sur la slide, on voit quand même quelques datas assez sympas déjà. Vous traitez un contact entrant en moins de 3 minutes. Ouais. Ensuite, proposition en moins d'1 heure. Dans l'heure, ouais. Proposition, en fait, c'est marrant, c'est que quand on est dans le digital, on a l'impression que c'est différent du monde physique. Dans les faits, si vous avez des bureaux qui a une personne qui rentre à l'accueil, vous n'allez pas la faire patienter un quart d'heure à la porte. Naïvement, il y aura quelqu'un qui va venir, qui va ouvrir la porte et qui va vous proposer un rendez-vous. En fait, en ligne, c'est la même chose. Et donc, si vous êtes le premier à décrocher le téléphone, la personne est encore sur le site, on y reviendra. Vous avez déjà un effet waouh qui se crée. Et pareil, après, c'est pas je vous fixe rendez-vous dans 2 semaines, c'est bougez pas, je vous passe directement le spécialiste et il vous répond. Donc on a en permanence une équipe qui est dispo pour pouvoir traiter le client et faire une proposition. Donc on a standardisé les offres
pour éviter des offres qui étaient, au lieu de vendre à 100, des fois on va vendre à 105, des fois on va vendre à 95 parce qu'on va faire l'embauche. Non, c'est standard. Et ça permet de gagner beaucoup de temps. Et en moyenne, on est quand même tout aussi efficace, quoi. Voilà. Donc c'est une data commerciale que vous suivez, c'est ce temps de réactivité. Ouais. Du coup, je me tourne vers toi, Alexis. Je retourne les petites fiches. C'est pas très. J'aurais dû écrire que d'un côté. Tu veux rebondir justement sur ce que vient d'évoquer Emmanuel et Maxime? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a peut-être un élément qui est intéressant, c'est qu'on a parlé beaucoup de commercial sur ces premiers éléments. La donnée, elle va aussi être à disposition des autres services de l'entreprise, notamment la direction qui va pouvoir avoir une analyse stratégique de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais on a aussi dans l'alignement stratégique la direction marketing qui suit. Et en fait, encore une fois, le CRM, il a cette fonction, la data, elle a cette fonction, c'est d'ouvrir les chakras sur ce qui se passe, sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne se fonctionne pas. Et donc, dans la création de ces systèmes, il est important de découper la donnée, être capable de l'analyser et être capable, encore une fois, d'itérer. Et donc, c'est exactement ce qui se produit quand Maxime parle justement d'une offre qui est arrivée à 100 €, c'est qu'elle a peut-être démarré à 120, elle a fini à 100, ou à l'inverse, elle a démarré à 80 et elle est remontée. Et donc, de la même manière, on a des sujets autour du pricing, on a des sujets autour de la distribution qui sont comment est-ce que nos commerciaux agissent dans le cycle de vente. Et donc ça, encore une fois, et on en parlera dans la partie qui suit juste après, on a une nécessité d'être auprès des équipes sans y être. Pourquoi ? Parce que le management, il n'a pas le temps d'être avec les équipes toute la journée et toute la semaine. C'est tout simplement impossible. Il a des tâches de fonctionnement, d'opération, de recrutement. Il a des casquettes de pilotage et de rendre des comptes à justement son fondateur quand on parle de la direction commerciale. Et donc c'est là-dessus aussi que je voulais attirer votre attention, c'est que la performance, elle passe par le fait d'avoir de la donnée, et donc d'être rigoureux dans le remplissage de cette donnée, mais aussi d'en faire quelque chose. Parce que la saisir, c'est une chose, l'analyser, c'en est une autre. Et donc, encore une fois, je retrouve beaucoup de personnes qui ont installé le CRM, mais qui ne savent pas quoi en faire finalement. Donc, on équipe les commerciaux, on leur demande de faire des choses, on leur demande de remplir, on met des process en place, mais la finalité est au bout. Et donc, c'est ce qu'on va essayer, je pense, et notamment dans la partie qui suit, d'étayer. C'est de vous donner des cas concrets aussi sur qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée. Et donc, j'aurai sans doute aussi un peu plus de choses à dire dans la partie juste après. Merci, Alexis. On parle justement de comment utiliser le CRM. Là, je vais m'adresser à Gillian parce que tu as évoqué le marketing, Alexis. Gillian, tu as plutôt cette casquette-là. La data sert à quoi? Sert aussi à avoir une bonne analyse et une bonne segmentation de vos clients. Et ici, c'est ce que j'aimerais bien aussi qu'on creuse, c'est-à-dire, OK, ces clients, quel client on va adresser, mais c'est aussi cet aspect IA. Désolé, je me suis trompé de fiche, c'est pour ça. Mais c'est plutôt sur ce côté IA que j'aimerais plutôt t'interroger maintenant. Alors, je vais juste prêcher rapidement pour la chapelle marketing aussi, parce que je vais rebondir sur ce qui a été dit à côté. Il y a un poncif, en fait. Enfin, le grief récurrent du marketing, c'est ouais, vous générez des leads et le reste, après, ça vous passe au-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, si demain vous embauchez quelqu'un qui va travailler au marketing chez vous, une de ses premières missions, c'est d'aller justement chercher dans les résultats des ventes et de comprendre, en fait, essayer de remonter un petit peu à contre-courant, disons, pour essayer de comprendre où est-ce que la demande a été créée finalement. Je pense que c'est hyper important. Moi, si demain je dois recruter quelqu'un dans une équipe marketing, c'est là-dessus que je vais le tester finalement. Ça, c'était un premier point. Parce qu'après, une fois que vous avez identifié justement dans cette donnée les endroits où vous avez été plus performant en termes de création de demande, c'est beaucoup plus facile de produire le marketing qui aura de l'impact et qui permettra finalement de pouvoir appuyer sur ce courant qui fonctionne bien, disons. Un truc important aussi, qui fait écho à ce que je vous disais en introduction, c'est que les comportements d'achat dans le B2B aujourd'hui sont très proches de ceux du B2C. C'est vos prospects qui finalement font toute leur démarche de recherche, encore plus maintenant avec l'intelligence artificielle, et on va y revenir. Mais il est hyper important aussi que votre point de vue de marque, quel que soit votre secteur d'activité, soit identifiable à n'importe quelle étape en fait, du parcours d'achat. Ça, je pense que ça fait vraiment partie des... on a longtemps parlé de branding, on ne savait pas trop comment le mesurer, etc. Le branding, il est là finalement. Et dès le début, en fait, j'ai mon point de vue qui est identifié.
Et puis, tu voulais parler d'intelligence artificielle. Alors, j'ai du Oui, mal à oui, faire oui, le lien. l'intelligence artificielle. Mais, Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Non, mais il n'y a pas de mal. Mais L'important aussi, c'est... tu parlais, excuse-moi, tu parlais justement d'embrasser cet aspect intelligence artificielle. Ouais. Et c'est ici où je voulais t'interroger. Ouais. C'est comment on peut la mettre en contribution pour encore aller pousser cette machine-là qui a un CRM. Alors, l'intelligence artificielle, elle évolue vite. Je pense que d'ici 5 mois, on ne tiendra pas la même conversation que celle qu'on pourrait tenir après en buvant un verre. L'intelligence artificielle, elle commence tout juste à pouvoir nous dire, enfin, répondre à ce dilemme, on va dire, qui est vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, en l'état, en fait, on a une intelligence artificielle qui est encore statique, on va dire, qui est réactive, enfin, qui travaille sur des datasets qui sont statiques. Demain, elle sera beaucoup plus force de proposition pour vous dire quelle est la meilleure offre à proposer et comment le faire. Dans l'immédiat, et c'est un peu la vision HubSpot, c'est plus de dire embrasser cette révolution en termes d'augmentation, en fait. Nous, on ne veut pas, chez HubSpot, c'est pas notre vision, c'est pas de dire demain on va mettre de l'intelligence artificielle à la place de tel poste ou tel poste. Ça risque d'arriver, je ne vais pas vous raconter des mensonges. Par contre, nous, notre position, c'est plutôt de dire on va mettre l'intelligence artificielle à disposition pour que demain, toi, qui travailles au contenu dans mon équipe marketing et qui mettait, je ne sais pas moi, une journée à produire tout un parcours de conversion en faisant une page d'atterrissage, une page de remerciement, un email de promotion, au lieu que ça te prenne une journée, que ça te prenne finalement un quart d'heure maintenant. Et pareil pour un commercial, de dire tu as tes templates d'email de prospection, tu les as testés, tu as l'impression que celui-là fonctionne mieux, etc., etc. Mais là, tu te retrouves à contacter quelqu'un que tu n'as jamais eu l'habitude de contacter. Bon, c'est de dire l'intelligence artificielle, aide-moi s'il te plaît à produire cet email. Bon, ça aussi, c'est déjà disponible. Je traduis, template, c'est modèle. Pardon, un modèle, c'est oui. des modèles prédéfinis d'email pour les commerciaux. Voilà. Tu me verras. Donc ouais, notre position, c'est un peu la position Elon Musk, Altman, quoi, OpenAI. C'est-à-dire que notre directeur technique est investisseur chez OpenAI depuis quelques années. Et en fait, on lui a ouvert une API. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'API, mais il a pu développer en fait ce qui s'appelle ChatSpot chez HubSpot, qui est notre chat GPT à nous, mais qu'en fait un chat GPT++ avec des templates, donc des modèles de prompt. C'est-à-dire que vous êtes en équipe commerciale, vous avez besoin d'avoir des reports, vous n'avez pas besoin de taper le prompt vous-même. ChatSpot, il y a déjà les modèles. Et c'est gratuit et vous pouvez l'essayer dès que juste après d'ailleurs. Allez. Ils sont forts, HubSpot. Emmanuel, justement, j'aimerais bien que tu prennes le micro parce que chez Storage aussi, vous commencez aussi à embrasser cette révolution qu'est l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'actuellement, on l'utilise surtout comme un assistant au process de vente. Pour nous, on l'a mis en place avec un intégrateur qui s'appelle Bliro, qui permet aussi qui se connecte sur le Voice of VoIP. Alors, je sais pas, la téléphonie AirCall. Téléphonie AirCall. Ouais. Et au final, ça va synthétiser et transcrire l'appel avec le client. Ça va synthétiser l'appel. Et ça va également faire une to-do pour l'agent commercial en fin de call. Donc ça permet en tout cas de ne pas perdre et de ne pas mettre l'agent commercial en temps off pendant une dizaine de minutes, le temps qu'il retraite un peu son dossier, etc. Ça va beaucoup plus vite. Donc on est en train de le tester actuellement, ça fonctionne bien. Pas mal, donc ça. on est assez satisfait de cette fonction-là. Ok, Maxime, je te fais un petit clin d'œil parce que pendant la répète, on a un peu rigolé parce que tu me disais au début, il y a 5 ans, quand on parlait d'intelligence artificielle dans le métier de la comptabilité ou de l'expertise comptable, tout le monde rigolait. Ouais, tout le monde rigolait. Il y a eu beaucoup d'études d'Oxford, des compagnies, enfin bref, des gens qui sont plutôt sérieux quand ils font des études, qui prédisaient qu'en 2040, 90% des experts comptables disparaîtraient, en tout cas dans le top 3 des professions qui allaient disparaître. Il y avait les comptables. Bon, jusqu'à présent, ça leur passait un petit peu au-dessus de la tête. Ça fait 6 mois, ils rigolent beaucoup moins sur la question. Ils commencent à jouer un petit peu avec le truc. Ils disent ok, ouais, là ça fait un peu mieux que Kevin, mon assistant. Donc ça les fait un peu moins rire. Nous, on avait misé dessus très tôt, puisqu'en 2017, on a commencé à investir pour injecter dans Time du machine learning. Et c'est aussi ce qui nous a poussé à commercialiser l'outil, puisque plus on a de données, plus nos algos sont forts. Et donc le cercle est très vertueux. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait gagner 2 à 4 fois le temps classique sur la saisie comptable. Mais c'est sûr que c'est à la fois une opportunité qu'on a su saisir,
mais ça reste quand même demain une menace. On n'est pas à l'abri que demain une techno soit capable de remplacer exactement ce qu'on vend aujourd'hui. Donc voilà, donc nous on a été autofinancé depuis le début et on est animé par un truc simple qui est juste la survie. Donc se dire on existait il y a 20 ans, comment on fait pour exister encore dans 20 ans? Donc ce truc-là, on s'y était préparé depuis un petit moment parce que ça reste un sujet chaud. Merci pour ce témoignage. En tout cas, et cette parenthèse qu'on va refermer sur l'IA. Messieurs, on a parlé finalement de CRM, on a parlé de data, on a parlé de comment mettre à contribution la data pour mieux s'organiser et piloter la croissance. Je souligne juste le fait que Storage et Time sont sur vos fonds propres, finalement. Vous avez avancé dans ce sens-là. Donc ça, c'est top. Donc cette data, comment aussi la mettre à contribution pour piloter la performance commerciale. Et c'est vraiment l'enjeu qu'on veut aussi rentrer un petit peu plus dans le granulaire, dans le micro, comprendre comment ça se passe avec les commerciaux au cœur de la machine. Maxime, tu as le micro, donc je me tourne vers toi. Et c'est parti. Ouais, alors nous, on a toujours aimé les chiffres. Avec les comptables, c'est pas trop dur. Ça leur parle bien. Par contre, comme je vous le disais, ils sont pas très commerciaux dans l'âme. Donc, ils ont pas l'odeur du sang ne suffit pas pour égayer leur appétit. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gamifié la chose. On a une équipe qui est assez jeune, 28 ans de moyenne d'âge. Donc, les challenges commerciaux chez nous, ils sont gamifiés, thémifié, donc c'est-à-dire que pendant la durée moyenne, c'est à peu près 8 semaines, on va avoir des thématiques. Donc là, on est en ce moment pour une de nos équipes qui s'appelle Swapen. Donc ils ont un challenge, vous voyez, sur le thème du basket. Donc on réhabille les locaux, on a des quêtes intermédiaires et grosso modo, il y a des mécaniques de points, comme dans un jeu vidéo. Vous signez un client, c'est tant de points. Vous signez 5 clients la suite, vous avez un jackpot. Vous pouvez avoir des quêtes intermédiaires. Et puis après, si vous n'atteignez pas vos objectifs, mais que vous gagnez le concours de lancer franc, vous pouvez quand même gagner. Et à la fin, on paye des billets pour aller voir le NBA All-Star ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est les thématiques qu'on fait 2-3 fois par an, qui sont des moments attendus, des moments appréciés, où on fait jouer toute l'équipe ensemble. C'est pas que les commerciaux. On a les équipes qui produisent aussi, notamment les TVA ou qui font de la gestion d'équipe, qui sont aussi incentivés sur ce challenge-là. Et c'est d'autant plus important, c'est que nous, on ne pratique pas de politique, on va dire, RH, où on va mettre des incentives aux commerciaux. Voilà. Donc, il n'y a pas de prime chez nous pour 0% de nos sales, ce qui c'est vraiment votre grosse particularité. Voilà. Alors, effectivement, la slide est venue un petit peu rapidement. Ouais, voilà, donc on a eu plein de thématiques, on en a 2-3 par an. Donc on a eu Casa des Papel qu'on avait rebaptisé en Casa des Clientes. Donc là, on avait envoyé les costumes rouges partout dans les bureaux, etc. Il y a des grosses affiches en format A0, donc c'est à peu près la taille du Kakemono. On a eu du Pékin Express, on a eu des Générations 2000, on a eu tout ce qui est sport, tout ce qui est Mario, etc. Tout ça, ça marche bien. Et l'idée, c'est que on s'incentive par par l'envie de progresser, par l'envie de jouer, etc. Et ça marche tout aussi bien que juste mettre une carotte. Ce qu'on ne voulait pas, c'est que y a le sales qui signe, mais derrière, il signe des dossiers qui sont potentiellement pourris, qui ne sont pas bons, et que, comme je le disais tout à l'heure, il a marqué ses 2 buts, mais derrière, on en a pris 3. Au final, on a quand même perdu. Et donc, c'est ce qu'on combat avec ce genre de challenge. Et c'est un outil politique aussi pour nous, pour insister sur certains KPI, de façon plus ou moins masquée. Et justement, ces indicateurs de succès, il me semble qu'on a parlé ensemble de satisfaction client, qui est vraiment un très gros focus chez Time. Ouais, la satisfaction client est clé. Comme je vous le disais, on a fait beaucoup de SEO depuis 2009. On fait 1,5 million de visiteurs organiques par mois. On a fait aussi beaucoup d'AdWords et on a connu 2 phénomènes que je pense que tout le monde a à peu près connu, c'est-à-dire Google qui décide du jour au lendemain que Bing c'est moins 30% de trafic parce que l'algo change, évolue, etc. Donc là on s'est dit warning, c'est dangereux d'être Google dépendant. Et pareil sur les AdWords, moi j'ai connu le coût par clic quand vous achetiez le mot-clé expert rentable qui était à 50 centimes, ça c'était en 2009, donc on avait la lead pas chère. Aujourd'hui il est plutôt à 8-9 € et ça ne fait que grimper. Donc c'est pareil
ça devenait plus rentable. Donc ce qu'on a remis au cœur de l'équation, c'est-à-dire on veut du client content, voire même plus que content. Donc on va avoir en KPI central le NPS, donc Net Promoter Score. Donc on va faire la différence entre les clients qui nous mettent 9 et 10 à la question est-ce que vous recommanderiez votre entreprise, voilà, et on fait la différence entre les 9 et 10 et on enlève les détracteurs, donc ceux qui mettent entre 0 et 6. Les 7 et 8, ça compte pas. Et donc on s'auto-évalue nous-mêmes, donc on appelle les clients. On le fait 3 fois par an. C'est un peu comme en amour. La note a la tendance à dégrader. Malheureusement, au début, le client est très content. Et puis, 6 mois après, ça peut baisser. Et 1 an après, ça baisse encore un peu plus. Donc, on a des marqueurs là-dessus. Et le but, c'est d'avoir un niveau très important, ce qui vous permet d'avoir un moteur de croissance, on va dire, infini, sans avoir d'investissement. Donc, aujourd'hui, je fais 0 AdWords et 0 effort en rédaction. J'aurai quand même 20% de croissance sur les 3 prochains mois de façon assurée. Et beaucoup de réécoute aussi. Beaucoup Ouais, d'enregistrements, beaucoup plus de retours clients aussi. On réécoute beaucoup les calls, on apprend beaucoup en désamorçant justement régulièrement les bombes, le client qui nous mouille 7 et 8, savoir pourquoi, etc. Et donc on a des NPS par personne. Et donc on sait qu'il y a des gens, en ce moment, il ne faut pas trop que leurs clients sont déjà pas très satisfaits de ce qu'ils produisent. Donc ça ne sert à rien de leur envoyer des leads. C'est l'attaquant qui ne met pas de but, ça ne sert à rien de lui faire des centres en plus. Peut-être qu'il rebosse des choses avant qu'on lui redonne de la lead. Donc finalement, ces outils vous permettent aussi de détecter les points faibles et donc de rebondir et d'accompagner aussi vos collaborateurs. Ouais, les points faibles et les points forts aussi, puisque du coup, on a des super performeurs. Là, c'est assez facile de dire, regarde comment il a mené tel dégo, regarde, réécoute tous les calls, retape-toi toutes ces visios qu'il a pu se faire. Pour le coup, l'avantage de la visio, c'est plutôt intéressant. Et apprendre ça, voilà. Merci Maxime. Chez Storage, Emmanuel, on est quasiment, il y a beaucoup de similitudes en tout cas en termes de pilotage, en termes de management, même de réécoute, de captation de données. Je te passe la parole. C'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de données. Alors on est loin quand même de ce que Maxime a fait. On fait des challenges entre les pays, etc. On a passé, par exemple, notre taux de réponse actuellement, on était à 48 heures. On a challengé sur on veut répondre jusqu'à 2 heures, donc on est loin des 3 minutes encore. Mais pourquoi pas nouveau challenge. Sur cette partie-là, je pense que la donnée et ses clés, surtout sur le processus commercial. On a brûlé énormément d'argent dans le marketing pour au final perdre du lead parce qu'on le perdait quelque part ou on ne suivait pas correctement certains KPI. Et ça, c'est quand même très important. Ça permet d'utiliser correctement l'argent du marketing, d'avoir ensuite certains indicateurs de formation aussi pour les commerciaux. Nous, on a affiché dans nos bureaux des indicateurs qui sont pas en live. On en a parlé tout à l'heure. Nous, ça se met à jour sur la partie téléphonie, ça se met à jour automatiquement, mais après la partie commerciale, elle se met à jour toutes les 3 heures. Et ça permet aussi de faire du challenge avec les pays. On se tient un peu la bourre actuellement en France-Allemagne, pour rien vous cacher. La Danemark et la Norvège sont à peu près dans les mêmes niveaux aussi. Mais ça permet aussi, certains KPI permettent de mettre en place d'autres méthodes d'approche sur la partie commerciale, d'autres mails, d'autres relances téléphoniques, etc., sur certains types de clients, sur certains types d'activités aussi. Donc plus on a de données, plus on peut approcher le client. Plus on a de données, plus on peut segmenter et donc personnaliser le message au segment. Tout à fait. Donc ça paraît très standardisation, etc., mais au final, avec c'est tout à fait logique, tout à fait custom sur le client. Ok, super. On a une slide qui est un exemple très concret finalement de l'impact qu'a pu avoir l'utilisation d'un CRM, tel que HubSpot, vous l'aurez compris, en tout cas chez Storage. En tout cas, une grosse différence par rapport à l'avant CRM. C'est vrai qu'avant CRM, à peu près un commercial signait entre 20 et 25 clients par mois. 10 commerciaux, 250 contrats par mois à peu près. À peu près, oui. Tout à fait. Ça fluctue assez vite puisqu'on a une croissance qui est assez importante. Mais aujourd'hui, on est sur 50 à 60 par commercial, en sachant que ce chiffre-là, il augmente au moins de 10% tous les mois actuellement. Donc, on travaille avec justement Copernic en ce moment sur la mise en place de nouveaux workflows, d'automatisation, etc. Et ça permet d'augmenter ces chiffres. Donc, on est assez satisfait actuellement de tous ces progrès.
C'est cool, merci pour le retour. En tout cas, je vois c'est pas 350 finalement si on fait, parce que vous avez 10 commerciaux, l'équipe n'a pas changé, hein, c'est bien ça, hein, vous avez toujours à peu près 10 commerciaux. L'équipe a triplé. Mais, l'équipe a triplé quand même. Mais du coup, on arrive sur les quasiment 900. Ok. Non, mais j'ai pour, changé avec lui, Eric. À chiffre réel, ça donne. Après, il y a une chose que j'ai pas citée et je pense que c'est assez important. On est en plein switch actuellement, donc c'est assez intéressant. Souvent, on reportait à la fin de mois, on dit OK, quelles vont être nos ventes, et on regardait dans le passé qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci, etc. Maintenant, on commence le mois et on dit qu'est-ce qu'on veut faire. Et en fait, on met ça en place avec le lien marketing. On veut avoir tant de leads pour faire tant de ventes. Et au fur et à mesure du mois, on peut ajuster notre budget marketing pour se dire ok, je veux atteindre tel chiffre, qu'est-ce qu'il me faut en plus. Et donc ça se fait aussi avec toute la partie forecasting, prévisionnel de vente. Alors, vous pourrez peut-être m'aider là-dessus, mais la crédibilité de vente, etc. Ouais, c'est la pondération finalement de tes différentes étapes de vente. C'est ce qui permet d'avoir une prédiction des ventes en fonction du nombre d'opportunités que vous pouvez avoir dans votre tuyau de vente, j'ai envie de dire. Donc en tout cas, c'est très intéressant parce que ça permet justement d'augmenter toute cette partie-là. De faire une vraie projection. Pour nous aussi, quand on doit faire du reporting à nos investisseurs, etc., c'est quand même très, très utile. Plus simple, effectivement. Gillian, je me permets de t'interroger. Est-ce que tu pourrais partager 3 points, comment finalement tirer profit des retours d'expérience et de Maxime et d'Emmanuel sur le pan un petit peu plus marketing? On parlait de segmentation, de vraiment avoir cette connaissance client. 3 points clés que pourrait mettre en place notre audience dès demain, par exemple. Bon, on va rester sur le sujet commercial, mais il y a un point assez stratégique, c'est la compréhension des territoires de chasse. Je ne sais pas, demain vous avez un objectif de temps de signature de clients, vous connaissez à peu près, vous avez segmenté votre base avec des comptes de type A, des comptes de type B, des comptes de type C. Bon, déjà c'est intéressant de mettre ça en perspective par rapport à votre traction marketing aujourd'hui. Est-ce que vous générez du lead sur segment A, B ou C? Et je pense que c'est encore plus intéressant au niveau stratégique après de mettre le bon commercial en fait en face du bon enjeu. C'est-à-dire que si vous générez beaucoup de traction sur les comptes B et C, bon, peut-être qu'il vous faut plutôt des commerciaux qui savent cajoler un petit peu ces leads, qui vont savoir les aider à progresser. Par contre, si vous n'avez aucune traction, que la marche a l'air d'être un peu plus élevée sur le segment A, bon, peut-être que c'est là qu'il faut envoyer vos meilleurs chasseurs et chasseuses. Ça, c'est un premier point. Je pense que le point que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'on est un peu à dire 3 points clés, cette partie reconnecter le marketing au revenu, c'est indispensable. Indispensable pour piloter vos investissements, indispensable pour vous assurer aussi qu'il y a un bon lien, c'est-à-dire qu'il faut que demain en fait, l'équipe marketing soit capable de dire aux commerciaux, dans une relation à 2 sens évidemment, hein, mais de dire écoute, quand tu travailles sur tel lead, tu génères une opportunité en tant de jours ou en tant de temps, en 1 heure par exemple, et tu les closes, enfin tu les signes dans 30% des cas. Alors que si tu te concentres sur ces leads là, tu mets 3 fois plus de temps et à la fin ta probabilité de signature elle tombe à 8% par exemple. Je pense que ça, encore une fois, c'est un sujet de données, hein, mais c'est hyper important. Et puis ça permet aussi de recréer du lien parce que c'est un petit peu une arlésienne, on va dire. On en parlait justement avec Alexis dans le train, la partie alignement, sales, marketing, on l'entend à toutes les sauces. Mais finalement, il n'y a rien de concret derrière. Et justement, c'est aussi en impliquant, en fait, en réimpliquant tout le monde dans la conversation au même niveau que vous pourrez un peu essayer d'avancer, de progresser sur ces sujets. Donc la donnée, elle est hyper importante. Et je n'avais pas vraiment réfléchi à un troisième point. Non, mais 2, c'est bien. Le troisième point, c'est mais parlons de cette arlésienne. Parlons de cette arlésienne, le réunifier le marketing et les ventes. Du coup, casquette marketing, tu bossais dans le train avec Alexis. Alexis, plutôt le côté vente. De levier, de ton côté, peut-être à partager pour mettre en place dès demain? Bon, déjà, vous l'avez compris, moi, mon sujet, c'est la performance. Mes clients me payent pour ça. C'est OK, on est à cette situation. Comment est-ce qu'on fait pour aller à ce nouveau palier?
Donc, de manière générale, ce qui est intéressant, c'est de regarder où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites, beaucoup de choses que je pourrais reprendre et essayer de synthétiser. Mais en tout cas, l'idée, elle est principalement de se concentrer sur les bons matchs. C'est toujours la même chose. Et une fois qu'on a identifié, comme le disaient Maxime et Gillian, Emmanuel d'ailleurs aussi, je crois, l'idée étant de savoir où est-ce qu'on doit concentrer nos actions pour avoir un résultat qui soit maximum. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la montée en compétence des équipes. Où est-ce que, une fois que je sais où je dois aller taper, comment est-ce que je vais taper correctement sur le clou de la meilleure manière possible pour l'enfoncer jusqu'au bout en un moins de coups possible. C'est le fameux jeu de la fête foraine. Comment je fais pour, en un coup, arriver à le rentrer et gagner le lot. C'est la même chose avec mes commerciaux, sauf que eux, en un coup, c'est tout simplement, la plupart du temps, impossible, à part sur des sujets très transactionnels, où je close en un appel. Moi, qui viens plutôt de la vente complexe, ce que j'ai réussi à comprendre, c'est que si on n'analyse pas chaque étape du tunnel de vente, on est dans l'incapacité d'améliorer ce tunnel. La problématique, elle est que chaque commercial a une manière de fonctionner et des compétences qui lui sont propres. Ça veut donc dire que si vous n'allez pas dans la granularité de vos analyses, vous ne progresserez jamais. Et donc le CRM, dans sa mise en place, il a besoin d'être mis avec des cas concrets et évoluer dans le temps. Plus votre société va évoluer, plus vos cas vont évoluer. Et d'ailleurs, on le voit, Emmanuel dit avec Copernic, je retravaille sur de nouveaux cas concrets. Et donc, il faut vraiment voir ça comme un projet long-termiste où, effectivement, il y a plein de choses qui ont été dites qui ne correspondent absolument pas à votre quotidien. Mais d'étape en étape, essayez simplement d'aller regarder quelle est la donnée que vous avez à disposition, quels sont les segments de clients qui sont les plus rentables pour vous, qui vont contractualiser avec vous dans un délai le plus court possible à un montant le plus élevé possible. Premier point. Deuxième point, parmi mes commerciaux, quels sont ceux qui ont un très bon taux de passage du premier rendez-vous vers le deuxième, ceux qui ont un très mauvais taux de passage du deuxième au troisième ou au moment du closing, et je vais devoir les faire progresser individuellement sur ce passage à cette étape complémentaire, la suivante. Et lorsque tous vos commerciaux sont très à l'aise sur l'ensemble du cycle de vente, en se concentrant sur les bons clients, vous allez forcément avoir une performance qui est bien meilleure et une croissance qui est bien meilleure. Donc, c'est déjà le point de départ. La deuxième chose, au-delà de ça, c'est d'aller se concentrer aussi sur, encore une fois, comment est-ce qu'on peut, au travers de cet enjeu CRM, aller regarder comment je vais chercher l'étape d'après. Et l'étape d'après, elle repose sur une chose essentielle, c'est le fait de regarder où est-ce que peuvent se cacher de nouveaux clients. Et encore une fois, on a tendance à beaucoup insister sur ce qui fonctionne bien et ne pas préparer l'après. Et c'est exactement ce qu'expliquait Maxime. Et ça, c'est aussi votre enjeu à vous, dirigeants, c'est de regarder quel est l'après. Et donc, encore une fois, sans données, c'est impossible. Et j'ai souvent, et je terminerai là-dessus, j'ai souvent des directeurs commerciaux qui me disent on va insister sur le secteur banque-assurance parce que c'est des deals qui sont de très gros montants. Oui, mais tu mets 4 fois plus de temps à les closer. Donc, s'il te faut 4 fois plus de temps pour signer un deal qui finit à un montant 2 fois supérieur, est-ce qu'on n'est pas mieux à aller se concentrer sur un autre secteur d'activité? C'est vraiment ça qu'on va chercher dans la donnée. Vous l'avez compris, je suis très data-driven, donc en français, très concentré sur la data. Et donc, c'est vraiment là-dessus que je voulais insister, parce que la performance commerciale, elle passe par le fait de comprendre. Je dis souvent aux commerciaux, vendre, c'est comprendre. Eh bien, piloter des commerciaux, piloter une boîte, c'est la même chose. Merci. Tu voulais rebondir, Maxime ? Rebondir justement entre les deux, il y a un truc qui est marrant chez nous, nos prospects ont des noms d'animaux, c'est-à-dire qu'on a du lièvre, on a du cerf, on a du bison et de l'éléphant. On les chasse pas de la même manière et on n'a pas autant à manger dessus. Donc on a vraiment des équipes, nous, qui chassent qu'un type d'animal et du coup, on n'a pas la même façon de vendre sur un petit dos. Ou, voilà. Et avant qu'on fasse ça, pour le coup, des fois on passait un équivalent temps de traitement... Bison sur un lièvre. Ouais, c'est ça, du temps de traitement grand compte sur un tout petit dossier qui n'aurait rien ramené, mais qui consomme énormément de temps. Donc, c'était très concret. Et le deuxième truc très concret qu'on a fait aussi quand on envoyait des leads à des juniors, c'est qu'on leur donnait un faux billet de 500 € en leur disant, voilà, ça c'est ce que ça m'a coûté en AdWords. Je t'explique le funnel, le clic, landing page. Je rappelle, j'ai pas le mec au téléphone, je qualifie, donc il y en a 1 sur 2 qui éjecte, etc. On arrive grosso modo à la lead à 500 €. Voilà. Donc ça, c'est ton faux billet. Maintenant, tu dois le faire fructifier. Et c'est voilà, ça marche bien en éducation sur du junior qui n'a jamais traité de lead. Une toute petite dernière chose aussi qui est intéressante à avoir en tête, c'est
le fait de regarder aussi tout ce qui va toucher à la vie du client. Et donc très souvent, et j'ai oublié de le dire, mais on se concentre sur l'acquisition, aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux clients, des nouveaux clients. Et donc un nouveau client, c'est aussi un client qui a un certain montant, mais c'est aussi un client qui a une certaine durée. Et ça aussi, c'est une data qui est très importante à regarder, parce qu'on est très souvent focus, concentré sur qu'est-ce qui rentre, mais pas toujours assez sur ce qui sort. Et ça aussi, ça doit réorienter votre stratégie. Et je voulais juste insister dessus, parce que je vois encore beaucoup de dirigeants qui sont trop concentrés sur ce qui va rentrer. Sur la première transaction, finalement. Ouais, tout à fait. Super. C'était pas prévu ça, hein, mais c'est super le bison, le lièvre, le cerf là. C'est super inspirant. En fait, on le matérialise très bien et je pense, et je rebondis là-dessus, parce que finalement, quand on va leur donner des noms d'animaux, il n'y a pas la même chose et la même énergie à mettre pour le chasser et pour manger derrière. Et finalement, on n'a pas le même discours avec ces gens-là. Donc c'est aussi comment offrir quelque part la meilleure expérience client. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de data, on a parlé de comment avoir la meilleure approche commerciale, le meilleur langage, mais finalement, avoir cette connaissance client va nous permettre d'offrir aussi sa meilleure expérience. Et du coup, ça tombe bien parce que c'est le chapitre 3, donc la transition était toute trouvée. Et du coup, Maxime, je te repasse le micro parce que tu avais déjà pas mal de choses aussi à dire. Et notamment, on va revenir sur ce temps de réponse en l'occurrence. Ouais, la rapidité est vraiment clé. On était tombé, nous, sur une étude américaine du MIT. Alors, ils ont toujours des études sur tous les Américains, donc c'est assez sympa. On l'a constaté, nous, pour le coup, en le mettant en œuvre, c'est-à-dire que ça vous montre la possibilité d'établir un contact une fois que la lead est tombée. Donc en gros, si vous vous rappelez, dans les 10 minutes, vous avez quasiment 90% de chances de la voir. Et si vous vous rappelez, dans les 20 minutes, quasiment plus aucune. Bon, 20 minutes, c'est pas long, hein. On va pisser, la lead, elle est passée quasiment. Donc on a vraiment, nous, mis en place une organisation qui nous permet d'aller très très vite là-dessus, voilà, avec de la rotation, avec de la permanence. Et tout se fait de cette manière-là, avec une vraie expérience waouh de je viens de remplir mon formulaire, je suis encore sur la thank you page où j'ai rajouté une vidéo, quelque chose qui tient la personne en haleine. Et en attendant, je suis recontacté et j'ai déjà mes données. Du coup, je sais que mon visiteur, il a visité telle page, telle page, telle page. Donc, en théorie, mon SDR, s'il percute vite, il saura sur quoi rebondir sans forcément donner l'info qui sait précisément que le visiteur anonyme, en fait, il est peut-être venu sur votre site depuis 2 mois. Et ça, c'est des choses qu'on va récupérer dans HubSpot qui vont vous dire, OK, tel visiteur, il a déjà vu telle page, il a déjà téléchargé tel livre blanc. Donc, toute cette info-là, vous savez cerner les besoins de votre client très rapidement. Donc, oui, gros sujet sur la rapidité de réponse. Et pareil, de dégainer l'offre rapidement. Il y a pas mal d'études qui démontrent que, grosso modo, la bonne offre, si elle est servie en premier, elle a beaucoup plus de chances d'être signée par la suite. Donc là, merci pour ce partage. C'est quand même assez impressionnant, hein. Donc, si on ne traite pas le contact dans les 5 minutes, on diminue par 10 finalement les chances de pouvoir le traiter et d'engager une vraie conversation commerciale avec lui. C'est pire encore. Nous, généralement, on fait jusqu'à 7 calls, jusqu'à 7 tentatives d'appel. 7 tentatives d'appel. Et grosso modo, moins vous les traitez bien vos calls 1, plus vous allez en fait avoir des calls 6 et 7 qui sont des calls qui vous prennent peut-être que 30 secondes, mais au final, il faut repasser sur une, etc. Donc en gros, il ne faut vraiment pas accumuler de retard pour pouvoir être efficace. Ouais. Donc grosse réactivité pour servir cette satisfaction client, parce que votre client vient pour une demande et va avoir une réponse rapide. Ouais. Donc ici, vous êtes bon. Mais tu l'as aussi dit tout à l'heure, la satisfaction client, ça ne se fait pas que sur le premier instant, même si on va dire le premier point de contact avec l'entreprise est primordial. Comment ça se passe à 6 mois, 12 mois Tu l'as dit avant, il y avait des enquêtes, mais au-delà de ça. Ouais, c'est vraiment la mesure du NPS qu'on va suivre dans le temps, qu'on va auditer, parce que c'est clé pour avoir vraiment un bouche-oreille important. En fait, bien souvent, on se dit, OK, mon client, il est content. Mais entre bien content et est-ce qu'il t'a déjà recommandé, bien souvent, il y a un gap, il y a vraiment un fossé. Donc, on essaye vraiment de suivre ça pour pouvoir avoir une probabilité d'être recommandé très importante. Et ça se stimule aussi, quoi. Super, merci. Je passe la main à Emmanuel parce qu'encore une fois, ici, sur cette satisfaction client, beaucoup de similitudes avec Time.
Je regarde mes notes. Non, c'était bien ma question. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? C'est le cas, en tout cas la rapidité, je partage tout à fait. Plus on est réactif, nous on a donné aussi une autre consigne à notre service client, notre service satisfaction, pardon, c'est de traiter et de closer toutes les demandes dans l'appel. C'est-à-dire qu'on ne laisse jamais quelque chose en attente, on essaie toujours d'aller, quitte à rester plus longtemps au téléphone, mais de maintenir jusqu'à la fin du ticket pour nous. Et ça permet de créer justement cet effet aussi service client wow. On perd du temps parfois dans certains cas, mais au moins on n'a pas quelque chose à suivre, à se mettre des rappels, etc. Donc adresser la réponse et répondre, on va dire, à toutes les questions. Je me permets, un client appelle chez Storage, a une réclamation par rapport à un local a perdu sa clé ou il n'y a pas d'électricité. Il appelle, il y a le service client qui répond. Il y a le service client qui répond, on se met tout de suite en lien avec les autres services. Donc, quitte à le mettre en attente 2 minutes, le temps de faire le switch entre les équipes, mais on veut adresser la réponse le plus vite possible, avoir le moins de tickets ouverts. Ça, c'est notre objectif. Donc, c'est une donnée qu'on suit, le nombre de tickets qui est aussi répondu sous 24 heures. Ok, donc encore de la data ici. Toujours de la data en fonction aussi de certaines réactions, des scores MPS par exemple. On va mettre en place certains workflows si un client est... Workflow, automatisation. De la procédure finalement dans le système. Donc si le client est mécontent par exemple, on va tout de suite mettre en place une processus de rappel pour savoir qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, etc. Je partage peut-être juste une expérience sur ce qu'on peut aller faire justement sur ces workflows, sur ces automatisations. J'ai moi-même fait l'expérience avec Mélanie qui est dans la salle. Il y a quelques mois, j'ouvre un mail, on avait un projet de développement, j'ouvre un vieux mail de Mélanie dans ma boîte mail. J'ai dit tiens, je vais en parler à Ludéric, notre manager co. 2 jours après, je me prends un appel de Mélanie qui dit oh tiens, comment ça se passe le business, etc. Incroyable. Il y a des choses, il y a des besoins particuliers. Je dis c'est quand même bizarre. J'ai ouvert ton mail il y a 2 jours. Non, en fait, c'est juste que ce mail-là, il est traqué avec ces histoires de cookies. Tiens, tel prospect a ouvert tel mail, processus de rappel. Je rappelle le client sous 1-2 jours. Donc ça crée cet effet wow que Maxime a cité. Et là, tu parles de 48 heures. On a encore aussi, nous, beaucoup de progrès à faire parce qu'on aimerait bien aussi arriver à 3 minutes comme chez Maxime et chez Time. En tout cas, merci pour ces retours. On voit encore que la data est clé et centrale sur justement l'expérience client. Gillian, tous les retours sont captés, sont analysés. HubSpot permet ça. Et finalement, ce n'est pas cette donnée aussi qu'on va prendre directement auprès des clients qui est le plus précieux pour le marketing? Si, complètement. En fait, nous, notre positionnement chez HubSpot, c'est que déjà, les équipes d'avant ou d'après-vente font partie de la même équipe. On a un concept qui s'appelle la flywheel. Donc du marketing, la vente et le service, on répond tous en fait de la même organisation. Et pourquoi? Parce que avant d'extraire de la valeur des gens, il faut être capable de leur en livrer aussi, leur en donner. Donc ça va être un peu le travail du marketing, par exemple, ou de la consultation commerciale, entre guillemets. Et puis après, si ça close, enfin si ça signe, c'est les équipes services qui vont bien s'occuper du client. Mais on a tous les trois, en fait, ces 3 départements ont besoin de l'information. Moi, j'ai bien aimé tout à l'heure, tu as dit, c'est comme dans la vraie vie, en fait, une boutique, tu rentres, on ne t'attend pas un quart d'heure, en fait. Bah, pour moi, l'expérience client, elle commence quand on regarde la vitrine, quoi. Et c'est un peu la vision qu'on a chez HubSpot, nous. Je pense qu'il ne faut pas attendre de dire, tiens, maintenant que c'est passé entre les mains de l'équipe, je ne sais pas, Customer Success, on va trouver plein de titres sur ces équipes-là, qu'il faut commencer à réfléchir à comment on va cajoler un petit peu cette opportunité qu'on a signée. Non, en fait, dès le départ, avec ces schémas, ces parcours d'achat qui se rapprochent du B2C aujourd'hui, dans le B2B, il faut que vous soyez impeccable, même sur votre site web. Et il faut que finalement une information qui ne sera pas répondue sur le site web, ce sera un commercial qui va répondre en appel.
Donc pour nous, voilà, la position, c'est effectivement de traiter en fait l'expérience client comme quelque chose qui démarre dès l'avant-vente. Et donc on a besoin de cette donnée tout le temps disponible pour toutes les équipes aussi. Même dès le premier point de contact finalement avec la marque. Ouais, complètement. Et c'est ce que justement t'encourage, et c'est le mot vraiment que tu veux faire passer aux dirigeants qui sont là. Alexis, en un mot, une reco par rapport à tout ça? Tout ce qui a été dit ressemble à la manière dont je traite la vente aujourd'hui. Alors effectivement, moi je suis beaucoup sur de la vente complexe en général, comme je le disais, sur des cycles de vente assez longs qui sont généralement plutôt de l'ordre de 6 à 12 mois et parfois plus. Et en fait, le CRM, pour recentrer aussi le sujet sur cette intervention, à mon niveau en tout cas, il est très tourné vers comment est-ce que je vais être efficient. Et donc en fait, cette efficience commerciale, elle passe par effectivement le fait de saisir ce qui a été dit. Et j'ai souvent tendance à dire qu'il n'y a rien de plus agaçant pour un client que de répéter 3 fois la même chose dans un process commercial. Or, il y a une première complexité dans les organisations commerciales aujourd'hui qui est que on veut structurer et siloter. Il y a une dynamique depuis une dizaine d'années à siloter les équipes. La problématique, elle est de comment faire communiquer la donnée d'une équipe à une autre. Ne serait-ce que celui qui téléprospecte, celui qui récupère le lead, celui qui ensuite onboard le client et le suit dans le quotidien. Eh bien, je vous assure que 80% des clients ont répété 3 fois la même chose à chaque interlocuteur. Et ça, c'est un premier élément de contexte. Donc, on parle d'ultra-luxe, on parle d'un monde B2B qui doucement bascule dans des codes de B2C, qui sont l'expérience client au sens noble du terme. Et on se rend bien compte que le CRM, il a cette fonction. Et j'irai jusqu'à une projection qui est plus complète, qui est que quand ma femme va chez Sephora, la cliente a une tablette vendeur et elle est capable de lui dire « Oui, madame, le code la référence de votre rouge à lèvres que vous prenez habituellement, c'est le numéro 28 et il est juste ici. » Et bien, c'est la même chose qu'on veut dans les process commerciaux aujourd'hui. On veut une data qui soit complète, exhaustive, qui permette d'aller dans un cycle de vente qui évolue favorablement, avec un client qui évolue favorablement. Et donc ça passe aussi par un bon suivi. Et encore une fois, le CRM, il est quoi? Il est aussi le deuxième cerveau du commercial. Parce qu'on a tous des failles, on a tous des semaines incroyables. Et imaginez qu'on se souvient des choses, et ne serait-ce que de rappeler Monsieur Michu dans 2 semaines, c'est compliqué dans notre quotidien. Et donc, il a aussi cette fonction de rappel. Et donc, j'avais prévu en introduction de vous parler d'un mot qui, pour moi, est le cœur de la manière dont doit fonctionner le CRM, c'est le système. Tout est question de système. On a parlé de workflow, mais c'est arriver à automatiser un maximum de choses pour gagner en efficience. Donc, le commercial, quand il a fini son appel, il se programme une tâche dans le CRM. Et le marketing va, lui, avoir programmé ce qu'on appelle du nurturing, en anglais, qui est le fait de bichonner son client dans la durée. Et tout ça est interconnecté. Et le CRM, il a cette fonction-là pour vous. Améliorer l'expérience client, équiper, accompagner vos équipes dans le quotidien pour que tout ça tende à une chose qui était aussi une partie de mon discours d'introduction, l'excellence opérationnelle. C'est ça votre fonction aujourd'hui. C'est d'équiper et de mettre en place des processus qui vont servir cette excellence opérationnelle. Donc, sur tout ce qui concerne la valeur ajoutée client, et je finirai là-dessus, il faut bien comprendre que pour moi, le CRM, il a cette volonté et cette vocation d'être un accompagnateur, un copilote à une expérience client sans couture. Merci. Merci. Tu conclus bien là, hein, c'est pas mal. Hein. En tout cas, on l'a vu, ces 3 points donc, qui sont comment organiser l'efficacité de sa productivité dans l'entreprise, piloter la performance avec ses équipes et enfin comment offrir une expérience à forte valeur ajoutée. C'est des points qui sont absolument cruciaux que et Maxime chez Time et Emmanuel chez Storage, vous avez réussi à mettre en place. Et c'est ce qui vous amène aujourd'hui à cette forte croissance et justement à avoir, pour Storage, à justement multiplier à x3 sur les équipes commerciales, présent dans 5 pays. Combien de chiffre d'affaires, Emmanuel, aujourd'hui? Non, on ne communique pas notre bon, je ne sais pas. Bon, on a une valeur de contrat qui arrive bientôt aux 100 millions. Ok, super, incroyable. Et de la même manière, alors, chez Maxime, vous n'êtes pas à l'international, mais de la même manière, vous avez fait grandir finalement Time et l'expert comptable, donc pas à l'international, mais vous avez maillé le territoire français.
Ouais, avec un maillage ciblé, on ne voulait pas être comme certains de nos concurrents dans une logique d'avoir un cabinet tous les 30 km, qui est une logique qui se défend, mais comme on voulait miser très fort sur le digital, on s'est plutôt concentré sur les grosses capitales de région, donc ça couvre déjà 90% du PIB, grosso modo. Donc oui, on est présent dans une quinzaine de villes en France. Ça, c'est plutôt sur la partie expertise comptable pure. Sur le logiciel, pour le coup, là, c'est très en ligne, c'est très démat, et on se repose aussi sur les salons professionnels. Merci. Merci messieurs, on peut les applaudir bien fort. On va conclure cette table ronde avec vos questions. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est la première question qui est toujours la plus difficile. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut poser ces questions? On discutait un petit peu avec certaines personnes qui ont des sujets, qui se posent des questions. Est-ce que vous voulez leur poser des questions? J'aimerais bien. Michel, tu veux te lancer? Allez. Donc Michel Silva, NeoBridge. Moi, j'ai écouté Maxime tout à l'heure qui disait on n'arrive pas à trouver des commerciaux qui peuvent vendre de la comptabilité. Et donc, du coup, on a pris des comptables qu'on transforme en commerciaux. Et je voulais votre avis, et notamment aussi celui d'Alexis, c'est est-ce que c'est une science exacte? Est-ce que il y a la possibilité de, voilà, le sujet de les technico-commerciaux. Est-ce qu'un commercial peut être technique? Est-ce qu'un technicien peut être un commercial? Est-ce que on a cette question-là dans beaucoup d'entreprises. Je voulais avoir votre avis à tous les deux, notamment Alexis. Puis une deuxième chose, c'est comment on fait, Maxime, pour répondre à quelqu'un qui, parce qu'aujourd'hui, je discute avec la famille à 10h à 22h le soir, et je décide d'aller voir et de me renseigner, et donc je fais une demande. Et il est 22h, et je n'ai pas la réponse, normalement, de quelqu'un. Comment vous faites dans ce cas-là? Merci Michel. Alors, pour répondre à la première question, alors on a quelques anomalies où finalement c'est des commerciaux purs, on a réussi à les former à la compta, ça a pris plus de temps, mais on est plutôt parti de cette logique-là. En fait, on a une vraie complexité métier, donc en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des comptables qui sont pas si bons que ça en compta, mais par contre qui sont super relationnels. Donc cela on leur dit c'est très bien, tu es le job idéal. On va pas lui dire qu'il est pas si bon que ça en compta, mais grosso modo voilà. Et après on a quelques exceptions, des gens qui avaient vraiment la fibre commerciale et finalement à prendre la compta ils s'en sont sortis. Mais pourquoi on arrive à ça, c'est qu'on avait des top performeurs au niveau vente, sauf que derrière il rentrait les dossiers qu'on n'aurait pas aimé souhaiter ou des clients à insatisfaction. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui aurait pu être le producteur par la suite du dossier, qui devient, on va dire, son chasseur, lui, il a un peu plus de conscience de se dire attends, je connais, ça c'est le genre de dossier bien chiant que j'ai eu à traiter, je ne vais pas le rentrer parce que je sais que c'est pas bon. Voilà. Donc ça évite ce genre d'écueil-là. Et pour la deuxième question qui est quid du rappel des leads soir et week-end, grosso modo, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est plutôt qu'on les laisse tomber et on les rappelle que le lendemain. Voilà. Avec un peu de jeu de jambes, parce que quand tu as une lead qui tombe à 3h du mat, si on la rappelle à 8h, a priori, la personne ne va pas être très, très, très sympa au téléphone. Mais étonnamment, en fait, les leads du soir, elles sont pas elles s'attendent pas à ce qu'on les rappelle en soi. Voilà. Mais après, elles ont quand même un petit mail qui dit OK, on va te rappeler, un petit SMS, etc. Donc le contact est déjà établi. Le contact est établi et vous allez le rappeler demain, tout de suite, à la première heure. Pas la première heure, enfin ça dépend, l'heure à laquelle ça tombe. Voilà. Pas 6 heures, en tout cas, c'est sûr. Ouais, pas 6 heures, voilà. Non, après, entre midi et 2, on a une permanence, et on teste un peu les samedis aussi. Voilà. Alexis, tu voulais rebondir parce que je crois que la question s'adressait aussi à Alexis. Moi, ce que je constate au niveau des clients que j'accompagne, c'est qu'effectivement, les compétences commerciales sont beaucoup plus rares généralement que les compétences métiers. Et j'observe, moi, dans le milieu technologique, qui est plus mon domaine d'activité, une pénurie énorme de très bons commerciaux. J'entends des commerciaux qui sont à la fois smart dans l'approche, donc à la fois aussi bien dans une approche de vente qui est qualitative que de bon niveau aussi technique. Et donc, finalement, ce sont des moutons à 5 pattes qu'on va un peu rechercher et qui ont cette double compétence. Mais dans ce que j'observe, moi, en tout cas, au quotidien, on part plutôt de profils à compétences commerciales qu'on va amener
sur la compétence technique, et je rejoins en revanche complètement Maxime sur le fait que, l'onboarding sera forcément un petit peu plus long, et je rejoins aussi Maxime sur le fait que, idéalement, on partirait d'un profil métier qui aurait des compétences commerciales. Malheureusement, sur une équipe qui grandit vite, on a du mal à trouver cette double compétence. Et peut-être aussi, je ne sais pas, est-ce que c'est le fait aussi que tu sois parti du modèle au départ cabinet qui t'a offert un volume aussi peut-être d'experts comptables plus grand et un panel déjà installé? Non, dans ta chasse aussi, tu arrives à trouver ces profils-là? Ouais, bon. Donc c'est canon, en tout cas, c'est évidemment le Graal, je pense que c'est ce que tout le monde vise. Donc peut-être échanger aussi dans la partie cocktail avec Maxime sur comment est-ce qu'il chasse ces profils-là, parce qu'il y a certainement aussi peut-être des patterns à aller chercher. Mais en tout cas, moi, j'observe plus qu'on part du commercial vers le technique. Mais même chez toi, Emmanuel, j'ai eu la chance donc de rencontrer Louis-Éric quand je suis venu chez vous. Vous avez des commerciaux qui sont là depuis longtemps. Comment vous avez réussi justement à attirer ces talents chez vous? Alors, nous, on a un produit qui est très simple à vendre. Donc, je pense que ça dépend aussi du type de produit, le type de clientèle auquel on s'adresse. Aujourd'hui, nous, on a nos top performers, parfois les étudiants. C'est étrange, mais on a des étudiants qui font des chiffres incroyables. Et c'est juste qu'ils sont attentifs aux remarques aussi. Ils sont attentifs sur certains KPI, alors que d'autres, avec plus de bouteilles, vont être un peu réfractaires et vont un peu envoyer chier, comme on va dire. Au final, c'est un peu le principe. Moi, je suis très data aussi, et c'est comme ça qu'on les suit. Tu veux dire que les commerciaux un peu plus anciens, avec plus de bouteilles, ont un peu trop d'ego pour être coachables? C'est ça, oui. Ok. Je prends note pour chez moi aussi. Y a-t-il peut-être une autre question? Ah. C'est bien, il y a des mains qui se lèvent. Bonsoir Constant, merci vraiment pour vos éclairages, c'est forcément très intéressant. Moi, je voulais vous poser une question. La data, on se rend compte que c'est une source monumentale de connaissances clients, de découvertes, de compréhension. Comment vous faites au niveau de vos équipes pour que cette data, elle reste à leur service et elle ne soit pas perçue comme des éléments contraignants, et notamment avec une pression managériale qui, forcément, on a plein de data. On est en capacité de monitorer chaque action de chaque collaborateur. Ça peut vite devenir quelque chose qui est oppressant et au contraire d'être stimulant, alors que c'est bien l'objectif. C'est bien d'être un élément facilitant dans l'acte de vente. Mais pour nous, il y a un premier point qui est propre à nous, qui est lié à la culture d'entreprise, où grosso modo, le manager n'a pas d'instrument on va dire, ne peut pas se servir de la carotte et du bâton que sont le salaire ou l'acceptation des congés, etc. Ça dépend du salarié lui-même. Et donc c'est pour ça que tous nos commerciaux, grosso modo, entre guillemets, qui signent bien ou pas du tout, ils sont payés pareil. Donc c'est en ce sens que ça nous facilite la tâche. Après, ça nous impose quand même de stimuler constamment les personnes pour qu'elles arrivent à un taux de signature optimal qui justifie leur rémunération. Donc voilà, nous on a un peu cette particularité-là qui est un peu particulière, avec pas mal de flexibilité qui est laissée aux gens et pas mal on va dire de transparence sur les indicateurs. C'est-à-dire que les gens sont dans une bonne maîtrise de la situation financière du groupe. Donc ils savent assez précisément, même en termes de trésor, où on en est, etc. etc. Ce qui leur permet, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, qu'ils se comportent vraiment comme des grands, comme des adultes, et qui sachent quand il faut vraiment se retrousser les manches parce qu'on n'y est pas, et que ça devient compliqué. Donc on donne beaucoup de transparence sur des éléments financiers et sur les objectifs en tout cas sur la progression du groupe à l'instant T, quoi. Je crois qu'on partage tout à fait, en tout cas, le même type de culture. Je pense à la culture sur la transparence, sur les chiffres. Nous, on communique au groupe. Toutes les semaines, on a une visio avec mon co-directeur qui est basé en Allemagne, où on expose tous nos chiffres. C'est transparent pour tout le monde. Ils savent pourquoi ils peuvent se battre, etc. Mais pour nous, c'est surtout un outil de développement. C'est-à-dire qu'une data, c'est au final quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour aider le collaborateur à mieux travailler.
Et je pense que c'était aussi dans l'introduction, dans ton introduction, c'est toujours avec la bienveillance. Donc je pense que c'est aussi la culture. On ne peut pas avoir une équipe qui se tire dans les pattes avec un mauvais manager et juste utiliser la data. C'est vraiment ce que j'allais dire. C'est, de mon point de vue, trouver des cas pratiques dans l'utilisation de la donnée qui vont vous permettre de montrer que cette donnée elle est utile, tout simplement. Et donc, allez chercher dans vos équipes où sont les zones d'ombre et éclairez-les. N'importe quel manager a des zones d'ombre, qu'elles soient financières, qu'elles soient compétences, qu'elles soient stratégiques. Et la donnée, et l'intérêt du CRM, c'est qu'on peut créer dedans des rapports, qu'on peut créer dedans ce qu'on appelle des dashboards, et que cette donnée, on peut la rendre visuelle. Elle est au départ très froide, la donnée, quand on la saisit. Mais on peut la rendre très chaude par sa visibilité. Et donc, c'est ça votre enjeu. C'est de mon point de vue d'aller construire des tableaux de données qui soient le plus visuels possible et qui viennent éclairer les questions que chaque service se pose à l'intérieur de la société. Et c'est par vraiment cette visibilité que ils vont comprendre que l'intérêt, c'est qu'elle continue, elle perdure dans le temps et donc continue à l'alimenter. Chaque collaborateur peut également mettre en place son propre dashboard. Donc en fait, il voit tout de suite aussi ses propres KPI, ses taux de conversion, etc. Là où il peut en fait lui aussi s'améliorer. Donc c'est aussi une donnée. Donc ça permet d'embarquer tout le monde dans le bon sens. Il y a des questions encore ? Allez, on y va. On avance. Ce coup-ci, c'est pour toi, du coup, Antoine. Est-ce que vous avez des clients dans les entreprises que vous accompagnez sur lesquels vous êtes obligé de les accompagner à faire un pivot managérial? Parce qu'on se rend compte finalement que c'est une approche systémique que vous avez. Pour moi, si on a simplement ce volet data avec un schéma managérial qui est extrêmement descendant, je pense que ça ne fonctionne pas. Ça va également de pair avec la transparence. Donc on se rend compte qu'effectivement, il y a une culture globale qui est dans cette dynamique-là. Et du coup, qu'est-ce que vous faites si vous vous rendez compte, vous arrivez chez un client, vous vous rendez compte que vous allez lui donner un téléphone rouge, mais que ça va exploser parce qu'il va en faire n'importe quoi. Merci pour cette question, pour le coup, parce qu'effectivement, c'est crucial. J'ai pas plus tard qu'hier validé un contrat avec un client, un gros industriel. Et effectivement, on doit les accompagner et aussi sur le pivot managérial. Donc, on doit non seulement embarquer les équipes, connecter les systèmes donc d'information, les systèmes j'ai envie de dire de routines qu'ils ont adopté, des mauvaises routines quelque part pour la plupart du temps. Donc effectivement, il faut connecter la technologie, mais je voulais y venir, mais c'est bien, tu m'emmènes déjà sur la suite. Il y a l'humain. L'humain, c'est hyper important. Donc les collaborateurs, mais aussi le pivot managérial, c'est-à-dire comment on va amener à suivre et piloter finalement ces collaborateurs et les aider pour aller dans le bon sens. Et enfin, la donnée qui va nous permettre de savoir où on va appuyer, plus ou moins effectivement avec les collaborateurs, plus ou moins sur le management. Effectivement, c'est ce qu'on fait chez Copernic. Donc, on a parlé beaucoup de CRM, mais au-delà des collaborateurs, c'est aussi la brique RH. Donc, on les accompagne aussi à structurer leurs échanges individuels pour s'assurer que le nouveau système qu'ils prennent, il se déploie bien. Et effectivement, pour conclure ça, de mon côté, je te passe le micro derrière Maxime, il faut être présent. Donc c'est aussi aux membres de la team Copernic d'être présents pour leurs clients. On a la chance d'en avoir quelques-uns ce soir. Donc je vous inviterai tout à l'heure à échanger avec eux, si vous le souhaitez bien évidemment, mais pour qu'ils apportent aussi un petit peu plus de contexte et de granularité sur comment nous on travaille aussi chez Copernic. Oui Maxime. Alors pour rebondir, il y a deux choses qui me viennent en tête instantanément. C'est là on parle beaucoup de la donnée qu'on a auprès de nos clients. Nous, on a mis en place il y a à peu près 3-4 ans un outil de mesure de l'ENPS. Donc, en gros, c'est l'Employee Net Promoter Score. Donc, en gros, de la même manière, nos salariés, tous les 15 jours, ils ont un questionnaire anonyme où on leur demande que pensez-vous des conditions de travail, comment sont les relations avec vos pairs, etc. Enfin bref, c'est des batteries de questions comme ça qui nous permettent de savoir équipe par équipe, ok, dans cette équipe-là, ça vit bien, dans cette équipe-là, ça merde, ou voilà, il y a des progressions sur tel truc, il y a un niveau de stress trop élevé, etc. Et ça, c'est un bon instrument pour dégrossir des problèmes naissants, etc. Et c'est quelque chose qu'on sous-estime assez largement, je pense. Donc c'est hyper important, en tout cas dans les KPI principaux qu'on a au niveau de la direction.
On a bien souvent effectivement la partie croissance, la partie revenu, la partie NPS et la partie ENPS. Et un ou deux autres en plus, pas beaucoup plus en vrai. Le NPS, c'est pas celui qu'on restitue à l'équipe. On va dire que c'est un indicateur propre à la direction parce que sinon c'est facile de le manipuler et dire qu'on veut d'autres choses. Mais globalement, ça nous a permis de déceler pas mal de problèmes et de solliciter. C'est toujours anonyme, mais bon, quand il y a des fois, on est sur une équipe de 10 personnes, on arrive à savoir à peu près lequel flingue un peu la moyenne. Et on peut aussi désactiver le mode anonyme. En tout cas, on a quelqu'un qui vient de façon neutre, qu'on appelle chez nous un coach, qui n'est pas quelqu'un de l'équipe, qui est plutôt quelqu'un qui a un job RH, pour dire écoute, j'entends ce que tu as remonté comme problème, est-ce que tu veux qu'on en parle, je suis à ta dispo, etc. Voilà. Ça permet de simplifier quelques nœuds des fois. Et de manière générale, on a engagé un gros processus de formation des gens à la communication non violente pour qu'il y ait des échanges qui soient un peu plus feutrés, un peu plus apaisés, mais qu'il y ait des échanges en fait. C'est-à-dire que ouais, mais communication non violente, c'est-à-dire que c'est aussi, nous, c'est la méthode Gordon, donc c'est la communication efficace. Et en fait, il y a des fois, il y a des gens qui gueulent, mais c'est pas si grave. Il y a des gens qui disent rien, mais ils ont des vrais problèmes et ils les expriment pas, ou en tout cas, ils savent pas les exprimer. Donc voilà, donc on a un gros sujet pour former les gens. Donc c'est un gros cursus, à peu près une vingtaine d'heures, et ça permet à tout le monde de un peu mieux se connaître, un peu mieux savoir exprimer ce qu'il a sur le cœur. Merci Maxime. Je vous propose de clôturer. On avait prévu 1h15, 1h20. On est dans le timing, même si on a démarré avec un petit peu de retard. Donc on peut applaudir très fort Emmanuel, Gillian, Maxime et Alexis pour leur retour. En tout cas, c'était un vrai bonheur de vous avoir et une grande fierté. C'est toujours très agréable de recevoir ces clients et qui partagent en plus beaucoup d'infos. Gillian et Alexis aussi. Merci à vous. Je vais vous laisser vous rasseoir et puis je vais juste clôturer et faire un petit mot de la fin si vous le voulez bien. J'en ai pas pour longtemps. Promis juré. La bière est au frais. Le vin aussi. Donc on y va. Je voulais juste vous partager cette remarque sur finalement la digitalisation se fait à tous les niveaux dans une entreprise. En introduction, on a échangé avec quelques-uns, notamment sur les systèmes d'information, des blocs. Et on le voit notamment, et c'est surtout là où ça pêche, on parlait beaucoup d'humains. En moyenne, aujourd'hui, on perd tous 1 heure. 1 heure dans notre quotidien sur différentes tâches qui, en tout cas, c'est pas du pertinent pour la boîte. Et donc, c'est ça. Et on se rend compte que les différents services d'une entreprise ont des besoins fonctionnels pour travailler, ont besoin de processus, ont besoin de communiquer entre eux. On a besoin de data qui échange entre ces différentes briques. Donc là, on a le marketing qui était... Julien, tu as beaucoup parlé de marketing. Vous avez parlé de marketing qui échange avec les commerciaux. Alexis, Maxime, Emmanuel. On parle du client. Vous avez fait aussi beaucoup de retours ici. Et on a conclu quasiment par le RH. Comment embarquer ces personnes. Et enfin, la finance, la comptabilité. Donc en fait, il y a aussi... Il y a d'autres départements, mais grosso modo, c'est ce qu'on trouve systématiquement dans les entreprises. Et on se rend compte finalement que tout ça, ça ne communique pas. Les outils ne communiquent pas entre eux. Donc finalement, ça amène des équipes qui sont silotées. On a une perte d'information. Et c'est ça la clé. Finalement, la data, c'est maîtriser l'information. Et on a un manque d'efficacité et de productivité. Donc ça, c'est le constat qu'on fait. Et notre mission chez Copernic, c'est quoi ? C'est tout simplement de coordonner les processus, la technologie et l'humain. Donc j'en ai ajouté juste une petite partie avant, mais c'est vraiment ces 3 briques. Notre métier, notre mission, c'est de coordonner ces 3 briques auprès de nos clients, ou en tout cas d'aider les entreprises à coordonner ces 3 briques-là. Le but, c'est de vous aider à faire les choses simplement, dans le bon ordre. En tout cas, merci à tous, merci de votre écoute. Et je vous propose de partir derrière, partager 1 ou 2 verres, échanger, discuter. Et en tout cas, faites